On est place du Luxembourg, manifestation contre la réforme du collège. Moi je suis prof d'allemand, donc ma matière est un peu en péril, même si la ministre dit le contraire. On va passer, enfin on avait quelque chose de formidable qui était les classes bilingues et la ministre veut les supprimer, ainsi que les sections européennes. Disons que c'est une réforme de trop. Après la réforme des bacs professionnels, le bac pro en 3 ans qui est une catastrophe. Après la réforme de la série technologique qui est une véritable aussi catastrophe. Après la réforme de notre statut qui pour les profs de BTS, ce sera travailler plus pour gagner moins. C'est une réforme de trop. Trop, ça suffit. Il y a des bonnes idées. On peut dire l'interdisciplinarité par exemple, ok c'est une bonne idée, mais ça ne peut pas être imposé à tous les profs. Et ça ne peut pas être imposé en prenant sur les heures de cours. Parce que le problème, c'est qu'on est toujours à 26 heures d'enseignement et il y aura 4 heures pour les EPI, l'interdisciplinarité, pour des dédoublements, mais ça sera pris sur les matières. Si c'était en plus, si c'était pour travailler autrement en plus, pourquoi pas? Mais là, ça va être la foire d'empoigne. Et puis effectivement, les projets, par exemple, les heures allouées à l'interdisciplinarité, sur le principe, ça peut être tout à fait positif, mais à condition que ce ne soit pas des heures en moins. Pour l'instant, c'est plutôt ce qui est en train de se passer. Donc les élèves qui sont le plus en difficulté, s'il n'y a pas déjà les acquis des fondamentaux, c'est très compliqué de faire autre chose. On est très inquiets, notamment aussi pour le latin, le grec, qui nous permet de mettre des bons élèves dans les établissements publics. Ils vont tous aller vers le privé maintenant. On réforme peut-être pas trop, on réforme mal. Et après, nos élèves sont tous diplômés. Mais quelle est la valeur de leur diplôme? En BTS, vous avez des élèves qui ont tous le bac. Ils ne savent pas tous lire, ni tous compter. Donc donner le bac à tout le monde, c'est bien. On supplée le manque de formation par des contrôles en cours de formation, ce qui évite l'examen final. Tout le monde a l'examen, mais quelle valeur a-t-il? C'est la question que nous posons. C'est vrai. Merci beaucoup en tous les cas. Ah bah demain le latin disparaît, donc si vous voulez, oui j'ai peur, j'ai très peur même. 500 000 élèves, plus de 500 000 élèves étudient le latin aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces élèves-là qui veulent continuer le latin? Moi, mes élèves latinistes ont écrit à la ministre. Ils lui ont expliqué que, eh bien, nos mots, notre langue française, elle venait du latin. Ministre, ça vient de ministère, qui veut dire le serviteur de la Respublica. La Respublica, c'est la République. Qu'est-ce qu'elle va devenir, notre République, si on ne sait même plus d'où viennent les mots? Qu'est-ce qu'on va devenir? Cicéron, sa pensée va mourir. 2000 ans d'histoire. Ici, on est où? On est en train de manifester dans Paris. Paris, c'était Lutèce avant, une ville gallo-romaine. Les termes, qu'est-ce que c'est? Qui le saura? Moi, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que faire du latin, c'est faire du français, c'est faire de l'espagnol, c'est faire de l'italien, c'est faire du roumain. Et bon, peut-être honte sur moi, mais je n'ai jamais fait dans mon cursus de l'espagnol et je n'ai pas besoin puisque je sais le lire, je sais le comprendre. Mes élèves qui ont eu mon enseignement et à Argenteuil en zone difficile et aujourd'hui à Courbevoie, dans des zones plus favorisées, ils sont tous touchés. Et surtout les élèves défavorisés justement, par la suppression du latin parce que ça leur apportait un bain culturel qu'ils ne recevaient pas forcément chez eux et ils ont toujours été très heureux de faire du latin. Surtout on apprend des choses très simples, par exemple les chaussures ASICS, ça veut dire anima sana incorpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Donc ça fait partie de notre bain culturel occidental à tous et c'est difficile de s'en passer. Ne serait-ce que pour comprendre aussi par exemple que le mois de septembre, pourquoi on dit septembre, octobre, novembre, décembre, 7e mois, 8e mois, 9e mois, 10e mois, c'est parce que chez les Romains, le premier mois de l'année, c'était le mois de mars. Ne plus pouvoir enseigner cette langue, pour moi, c'est un vrai déchirement. Parfois, les parents ne veulent même plus que leurs enfants fassent du latin. C'est paradoxal, c'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui, quand on leur explique, ils comprennent tout de suite à quoi ça sert. En fait, on est contre ce qui est prévu, c'est-à-dire la suppression effectivement du latin et du grec, le fait que la deuxième langue soit mise dès la 5e et le fait aussi que ça amène finalement à une certaine autonomie de chaque établissement qui va prendre les heures et les donner et les mettre là où
où ils le souhaitent. Donc finalement, les élèves seront amenés à ne pas avoir le même enseignement, ce qui nous pose problème. Et là, on a quelques espoirs d'y être encore un peu, mais malheureusement, ça risque d'être dans les collèges favorisés et pas forcément les collèges défavorisés. Et ça, ce serait une très très grande injustice. Ah ouais. Ça, faut pas que ça devienne... Comme d'habitude, un groupuscule de personnes à l'éducation nationale qui s'arrogent le droit de vouloir faire des modifications, des réformes qui ne correspondent à rien. Le gouvernement n'arrête pas d'imposer par la brutalité ces réformes qui ne correspondent pas à des réformes, mais plutôt à une orientation idéologique très marquée. Vive nos racines culturelles, sauvons l'enseignement gréco-latin, les Lumières, le christianisme médiéval. Maximus Moienus, Balbinus Incolerius. Si tu nous aides, si tu nous aides, ce week-end, c'est la fête des voisins. C'est la fête des voisins ce week-end, bah salut les voisins alors. Dis-moi, c'est la fête des voisins, tu le savais? Non. Je savais pas. Non, je sais pas. Oui, bien sûr. D'accord. Non, non. Ce week-end, c'est la fête des voisins. J'étais pas au courant. C'est la fête des voisins ce week-end, toi? Ouais, je savais, ouais. Ah. Tu crois que c'est bien la fête des voisins? Ouais, c'est pas mal. Ça sert à quoi d'après toi? Convivialité, rassemblement et puis découvrir ses voisins aussi qu'on connaît pas forcément. Bah, se croiser parce qu'on a très peu l'occasion de se voir finalement. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir des voisins très sympathiques, donc on a décidé de fêter un peu ensemble. Oui. C'est très utile la fête des voisins et c'est de se retrouver tous ensemble et ça c'est bien. Ah oui, c'est très utile, je pense. C'est chouette. Parce que ça permet aux gens d'essayer de se connaître, parce qu'aujourd'hui on ne dit pas forcément bonjour à son voisin. Quand il y a une bonne ambiance dans la résidence, c'est sympa de faire une fête des voisins et de les rencontrer et ça aide à faire une meilleure ambiance parmi les voisins. Moi, mes voisins, je les aime tous, on est tous potes, donc j'ai pas de problème avec mes voisins. Non, mais moi, ils ronflent pas, ils sont gentils, ils sont polis. Ils cognent pas, non, ils font jamais. pas des trucs de... Non, du tout. T'as des voisins parfaits, toi. Exactement, et je souhaite à tout le monde d'avoir les mêmes que moi. À quoi ça sert la fête des voisins là? À la sert de rencontrer les gens dans les quartiers, de savoir, de sortir un peu de l'estress. Ça sert à quoi la Ça fête sert à ressouder toutes les amitiés entre voisins et voilà, on passe un bon moment et c'est cool. Moi, je suis quelqu'un de très sociable, mais à la fête des voisins, je préfère ne pas le faire. D'accord. Tout simplement parce que je pense que dans sa vie, on doit mettre une limite avec ses voisins. Nous, on fait quelque chose sans pour autant que ce soit la fête des voisins. Le problème, on la fait même 2 fois par an. Ah. Ouais, mais c'est pas un prétexte pour picoler ça? Non. Non, c'est pour se rencontrer. Est-ce que vous avez un message à donner à vos voisins? C'est des moments sympathiques à partager. Voilà. Bon, qu'ils vivent prospères et heureux. Qu'est-ce que tu leur dis à tes voisins, toi? Big bisous. Et t'en as pas un en particulier à qui tu voudrais dire un truc? Oh, une dame, oui. Paulette, c'est un bonheur de vivre avec toi depuis 3 ans et de t'avoir comme voisine. Bonjour Isabelle, t'es charmante. Oh. Ça, c'est un début d'une histoire d'amour, ça. Oui, ma voisine du dessous est assez particulière, mais bon. Tu voudrais qu'elle arrête de faire quoi, par exemple? D'être chiante. J'aime tous les voisins et tous les gens qui sont autour de nous. Vous pouvez sonner à ma porte quand vous avez besoin de pain, de sucre, de parler tout simplement. Passez pas au carré. 20e arrondissement de Paris, Belleville. quartier Est, Belleville. Carrézou. La fête des voisins ce week-end. Oh, ils doivent s'amuser avec vous, les voisins. Qu'est-ce que tu dis à tes voisins alors? Ah, mes voisins du carré? C'est la fête des voisins là. Ah, ben nous, on s'en fout, nous. Nous, c'est la fête des voisins tous les jours au carré. D'accord. Entrez dans nous. Entrez dans nous. Ouais. C'est ça. Entrez dans nous. Voilà. Je leur souhaite de bonnes choses. Voilà. Pas qu'une entraide, partageons quoi. Partageons des moments chouettes et aussi quand c'est difficile, entrez dans nous. Est-ce que tu as un message à passer à tes voisins? Profitez là. Je les connais pas beaucoup parce que je viens d'emménager. Donc je vais être contente de les voir ce week-end. J'ai compris, entrer dans nous. Ah non. J'ai dit mais ça c'est carrément obscène. Ah oui, non, là ça deviendrait très limite métaphysique ou je sais pas quoi, ou conceptuel. Non, c'est plus simple, c'est l'entraide. Entrez dans nous. Que tu dis à Ginette, Ginette qui rentre. Ginette qui rentre, je dis Ginette, écoute, je t'offre des babouches.
pour ne plus avoir des talons et faire du bruit le soir. Voilà. Et Morissette qui ronfle à 2 h du matin. Morissette, bah ça on peut pas lui en vouloir, hein. Elle a le nez bouché tout le temps, donc voilà. Morissette, arrête de ronfler. Tu lui souhaites quoi tes voisins alors? C'est la fête des voisins? Bah plein de bonheur à eux et puis voilà, pas trop faire de bêtises. Je suis ennuyeux parce que des fois je rentre vers 4 h, un peu rebs et voilà, genre c'est pas... Tu montes les escaliers à 4 pattes et tu fais du bruit. Voilà, c'est ça, ouais. Mais faut pas qu'ils m'en veulent, faut pas qu'ils m'en veulent. Allez, va-t'en toi. Ben, ma voisine d'en haut, ben, je la remercie de ne pas faire beaucoup de bruit. Mon voisin d'en bas, je le remercie d'être aussi tolérant. Parce que toi tu fais du bruit en contrepartie. Non, parce que des fois je reçois mes neveux et nièces et qui sont pas tout le temps, qui sont très turbulents. D'accord. Et sinon mes autres voisins, ben sinon je leur remercie de ne pas trop me poser de questions sur ma vie privée. Qu'est-ce que tu dirais toi à tes voisins pour qu'ils bougent un peu? Tu leur dirais quoi à la caméra là? Je sais pas. Tu leur souhaites quoi? Je les emmerde. Alors dis-les, mais moi je vous emmerde. Je vous emmerde mes voisins. Nous nous trouvons au ministère de l'écologie et on vient ici pour redonner ces Roundup à Ségolène Royal dans une démarche de décontamination pour qu'on puisse s'en débarrasser de manière propre. On est venu dire bonjour à Madame Royal pour l'encourager dans son ministère et dire ô combien on l'épaule. Alors le Roundup c'est un pesticide, donc c'est le pesticide le plus vendu dans le monde. Hein. Également utilisé par les jardiniers amateurs, par les agriculteurs évidemment, et qui a été reconnu comme cancérigène par l'OMS. Nous avons opéré une opération de décontamination d'un magasin Carrefour à Saint-Denis. Et c'est la raison pour laquelle également nous venons aujourd'hui au ministère de l'écologie pour remettre ce poison à Ségolène Royal, pour lui demander de s'en débarrasser au plus vite de manière propre. Ce que je lui reproche, c'est simplement d'être très polluant, d'être cancérigène, ça a été prouvé, de faire du mal à la nature en règle générale. Notamment l'étude du professeur Serralini qui a montré qu'effectivement le Roundup provoquait des malformations. Donc nous souhaitons que ce produit, ce Roundup, soit retiré de la vente au plus vite. Je viens aujourd'hui parce que comment dire, ça va être demain la fête de la nature donc on vient expliquer que le Roundup et Monsanto ils sont pas très mignons avec les petites bestioles et les grosses bestioles aussi d'ailleurs, et que nous on n'aimerait pas qu'il y ait des produits chimiques dangereux qui se vendent dans un magasin tel que Carrefour ou tout ça, parce qu'il y a des enfants qui viennent à côté et que nous, en tant que parents, on ne devrait pas laisser faire des choses pareilles. Donc vous nous proposez de nous recevoir? On va rentrer là, peut-être, j'attends 5 minutes pour savoir comment ça se passe, quelle salle on peut avoir, et puis on discute à l'intérieur. Ségolène Royal a bien pris le dossier en main et qu'il y a des décisions. C'est sûr que jusqu'à maintenant, on a été assez déçus, on va dire, par les décisions de Ségolène Royal en matière de pesticides, puisque le plan Ecophyto a subi un retard assez important, qu'actuellement, d'un côté, il y a des beaux discours, mais de l'autre, les actes ne suivent pas. Et donc, nous attendons non seulement des beaux discours, mais surtout des actes. Bon, bah écoutez, un petit mélange quoi. On va rendre le Roundup que nous avons confisqué pour le bien-être de la santé publique au ministère de l'écologie. Nous espérons que Carrefour et toutes les grandes enseignes vont cesser cette vente. Là, je dois... Vas-y, je t'en prie. En fait, le scénario le moins probable, c'est réalisé, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas pouvoir rentrer et discuter, enfin. Même si bon, on n'attend pas grand-chose de ça, mais on va quand même. C'est un premier pas pour discuter. Bah là c'est plutôt agréable, ouais. C'est plutôt agréable de savoir qu'effectivement on est reçu, voire même peut-être entendu, donc ça c'est plutôt sympa. Après ils s'engagent tous, toujours pour dire oui effectivement on va prendre les choses en charge. Bon, on constate au fil du temps que c'est rarement le cas, ça mange pas de pain et puis c'est surtout que ça peut rapporter gros, donc non on lâche pas, et puis j'ai l'impression qu'on est de plus en plus à vouloir effectivement contrer des gens comme Monsanto, donc ça c'est plutôt bien quoi. Vous êtes resté moyennement longtemps, il a dû se dire des choses intéressantes, non? Oui, et bien apparemment il y aurait une prise de décision concernant le glyphosate au niveau européen
en 2015. On n'a pas été reçus avec mépris, on nous a pris au sérieux, mais chacun est à sa place et je ne suis pas sûre que nos ministres aient les mains aussi libres que ça. Non mais c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, on a été reçus à l'improviste par un certain Vincent Jechou, conseiller de Ségolène Royal, fort aimable. Il nous a posé plein de questions, on lui en a posé plein aussi. Bon évidemment il ne faut pas crier victoire, mais toujours est-il que voilà, il a eu la gentillesse de nous recevoir. Donc, ils ne peuvent pas être sur tous les dossiers. Là où on a eu affaire à quelqu'un qui est quand même comment dire, en charge du dossier pesticides et pour la biodiversité, etc. Donc peut-être qu'il aurait dû être un peu plus au parfum que nous. On n'a pas l'impression qu'il connaissait bien le dossier, au contraire. Les connaissances n'étaient pas toujours là, donc on a apporté des connaissances. On a fait des suggestions qui ont été entendues. Maintenant, il n'y avait pas de prise de notes, donc j'espère que ça ne va pas être des paroles qui s'envolent comme trop souvent. Son discours, c'était aussi que pour l'instant, la l'ANSES, donc, qui est l'agence chargée d'établir justement la dangerosité des différents produits au niveau sanitaire, n'a pas, elle, reconnu scientifiquement de manière officielle la dangerosité du Roundup, hein, ce qui est un peu curieux alors que l'OMS a quand même reconnu, elle, la dangerosité justement du Roundup. Mais tant qu'il n'y aura pas de décision, d'études scientifiques et surtout de reconnaissance de la dangerosité de la part de l'ANSES, en gros, c'est un peu compliqué pour la France de retirer le Roundup seul. C'est pas à nous, en fait, société civile, de prouver la toxicité d'un produit en disant voilà un tel est atteint d'un cancer à cause du Roundup. Oui. C'est pas à nous de prouver. Oui. C'est à eux de prouver que le produit n'est pas toxique. D'ici là, on va continuer à faire pression sur les vendeurs de Roundup, hein, que ce soit les agriculteurs, les coopératives agricoles qui vendent du Roundup, du glyphosate, également sur Carrefour, sur ces supermarchés qui continuent à vendre ce poison. Nous lui avons parlé aussi du pouvoir citoyen, de la marche qui a lieu demain contre Monsanto. Il n'était absolument pas informé. De plus, il insistait pas mal à savoir s'il y avait des drapeaux politiques, etc. Donc on lui a bien expliqué que c'était une marche citoyenne, que c'était surtout beaucoup de citoyens qui sont sensibilisés sur le sujet, qui ont envie qu'un geste fort soit fait pour montrer l'indépendance des gouvernements par rapport aux multinationales et que retirer ce Roundup, ce serait un geste fort d'indépendance et que s'il y a beaucoup de monde demain dans la rue, ce sera justement parce qu'on n'y croit pas. On a exprimé effectivement nos doutes quant à l'indépendance justement des experts, hein, soi-disant, entre guillemets, de l'ANSES, donc qui est chargé d'évaluer la dangerosité des produits et pesticides, puisque quand même dans le passé il y a eu différents problèmes de conflits d'intérêts. C'est arrivé à plusieurs reprises que des gens ayant travaillé auparavant dans l'industrie viennent ensuite pour être experts entre guillemets pour reconnaître ou non la dangerosité des produits. Et on a certains doutes quant à l'indépendance de ces experts de l'ANSES chargés d'évaluer la dangerosité ou non des pesticides. Je crois qu'il ne faut pas trop attendre non plus d'une décision du ministère et de nos élus en général, qu'il faut continuer à faire pression. Et là-dessus, on était au moins sur un point d'accord, c'est société civile, faites du bruit, rejoignez-nous dans des actions et pas simplement dans l'information et continuons à nous mobiliser de manière très concrète, physiquement, pour empêcher que le poison soit répandu un petit peu partout. On est à Place d'Enfer Rochefort et là normalement on va se mettre en rouge pour aller jusqu'au Champ de Mars. Consommez des OGM, tapez-vous du pesticide, vous allez voir, il faut prendre le train en marche, d'accord, vivre avec son temps. Moi j'investis sur l'avenir et je me dis que voilà, si je peux être célèbre en mangeant des conneries, voilà, pourquoi pas. C'est pour elle qu'on fait ça parce qu'ils sont en train de détruire l'écosystème. S'il n'y a plus d'abeilles, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus d'écosystème, on va tous mourir. Les abeilles, on n'est rien sans les abeilles, sans les arbres. Tu vois, si tu vois Cabu ici, c'est que Cabu devait nous faire un grand duduche en abeilles pour le sommet climatique. Il faut se remettre en perspective. L'humain doit se remettre en cause. Et voilà, il a besoin des arbres pour respirer, il a besoin des abeilles pour polliniser. À la limite, les arbres et les abeilles n'ont pas besoin de nous. Voilà, donc on est peut-être les plus beaux, les plus forts, les plus riches, mais en même temps, on dépend de ces petits pollinisateurs pour avoir des bons fruits. Et il nous faut une eau buvable, il nous faut un air pur. Voilà, c'est essentiel aujourd'hui. Les ruches qui sont installées à Paris produisent plus que dans nos campagnes. Monsanto, le peuple rattrapant. Monsanto, le peuple rattrapant. Pour dire que l'Union européenne a accepté 31 pesticides pour pouvoir signer le TAFTA avec les USA. Et donc le 29 mai, ça fera exactement 10 ans. Et donc j'appelle tout le monde à 14h place de la République le 29 mai, parce qu'on a déjà dit non à 54,68% à cette Europe du pognon, cette Europe qui nous vend
des bombes et des pesticides. Mais surtout, on nous fait bouffer de la merde, quoi. C'est surtout ça. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on nous fasse avaler n'importe quoi, que les gros groupes continuent d'étrangler les producteurs jusqu'à ce qu'ils fabriquent de la merde pour nous le donner à manger, qu'on paye cher, sans pouvoir avoir le choix, parce que c'est ça le truc. Moi, je veux bien ma condition d'avoir le choix. Et en plus, quand ils vont signer le TAFTA, alors là, on va s'en prendre plein la tête, et Monsanto et les gros groupes comme ça, et on pourra rien dire, que continuer d'avaler. Et puis moi, je pense à mon enfant, à mes petits-enfants, et je me dis non, moi j'ai pas envie, c'est pour ça que je suis venue ici et que j'ai envie de gueuler. Non, c'est scandaleux, je veux dire, on devrait même avoir une fourche et monter sur l'Elysée pour les massacrer. Monsanto, ils tuent la vie, la biodiversité, ils détruisent tout sur leur passage en fait. Il y a du monde pour Monsanto ici? 15h30, on va faire le départ, on part vers Raspail, on repasse par Montparnasse. Allez, criez! Criez! Donc, bon après-midi à tous et on va commencer un peu à se chauffer là. Des meurtriers, des psychopathes, des assassins. On est là. Mon écosystème sans OGM. Mon écosystème sans OGM. Mon écosystème sans OGM. Mon écosystème sans OGM. Mon écosystème Je propose que l'on fasse des retro Monsanto qui ne sortent pas les OGM. Qui ne sortent pas les OGM. Ce n'est pas bon du tout pour la santé. Ça va, le profit a raison de tout malheureusement aujourd'hui. Petite goutte, mademoiselle. Toujours, c'est très bon. Il faut toujours goûter avant de dire j'aime pas. Toujours. Mange pas peur. L'agent orange, c'est ce qu'on utilisait au Vietnam à l'époque. Ouais, c'est ce qu'ils ont utilisé pour déforester. Et du coup, comme c'est resté dans les nappes phréatiques, etc., aujourd'hui, encore, il y a des conséquences de ce que les Américains ont fait pendant la guerre. Aujourd'hui, tout le monde utilise les produits de Monsanto, en oubliant un peu qu'ils sont responsables de toutes ces monstruosités. Je suis pas Monsanto, je suis bio. Je suis pas Monsanto, je suis bio. Merci quoi. Franchement aujourd'hui c'est organisation horizontale, les citoyens qui se sont organisés, vous êtes venus, vous êtes mobilisés, et voilà, on montre qu'il y a encore des gens qui veulent se bouger. Plus on est vieux, plus il faut se bouger. Les jeunes, ils font le canapé, ils font... C'est ça. Et les vieux, il ne faut pas qu'ils fassent légumes. Ah, je ne lâche rien. Les reposeurs, c'est un mouvement, c'est un collectif qui rassemble en fait des gens qui voudraient limiter au maximum la publicité dans le métro. On veut dire tout simplement que les pubs nous envahissent. Il y a aussi le fait que c'est un moyen de lobotomiser la population, ça pousse les gens dans un mode de surconsommation, de frustration permanente. La pub, c'est une pollution incroyable, visuelle, mentale, énergétique. C'est un budget énorme, c'est 30 milliards par an en France. C'est un coût qui se répercute sur les produits de consommation, parce qu'on la paye, la publicité. Sexiste, la publicité, en fait, est véhicule de toutes les idées les plus conformistes et réactionnaires qu'il y a dans une société. Et surtout, tout nous est dicté par la pub. On devient complètement passif. La voie du succès est dictée par la pub. Le voie du bonheur est dicté par la pub. L'amour, la beauté, tout est dicté par la pub. Exactement, l'idée c'est de lobotomiser les gens, de les moutoniser, de les frustrer. Et oui, la part, ça c'est très important, le code publicitaire, la part de cerveau disponible. Il faut que j'envahisse ton cerveau le plus possible, afin que tu ne penses à rien d'autre que d'acheter. N'oublions pas, il n'y a aucune raison rationnelle de consommer. Il faut créer un besoin artificiel et parfois, pour le créer, il faut dépenser énormément d'argent dans la pub. Mais ça vaut le coup, puisque après les gens achètent. Et on voudrait que la publicité disparaisse, surtout celle qui cible les enfants. C'est horrible parce qu'en plus ça fausse tout en fait. Tout le système de valeurs d'un enfant est complètement faussé. On essaie de bombarder un petit peu les publicités pour le faire correctement pour que ça touche un maximum de personnes.
Moi, je peux te demander, ça te procure quoi comme sensation quand tu fais cet acte, j'allais dire, de désobéissant, par exemple? Un plaisir immense d'encourager une prise de conscience. C'est vrai que c'est assez jubilatoire, on fait du détournement et puis il y a des slogans plutôt amusants, ça rend très créatif. Et puis voilà, il y a un esprit de solidarité aussi. Ouais. Et aussi on fait passer des messages qui peuvent intéresser les gens, parce que souvent la plupart des gens, soit ils regardent, ils s'en foutent, soit ils font un petit sourire approbateur. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui regardent. Donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit les gens qui regardent et donc ça veut dire que c'est utile. Alors en général, oui, c'est vrai, il y en a beaucoup, il y en a plein de publicités. Avant, j'avais pas remarqué la publicité. De ce fait-là, maintenant, on le remarque plus. Ça ne dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Il y en a trop. Les arbres que l'on abat, une déforestation d'Amérique latine ou de tout, même nos forêts françaises. Parce que la femme, c'est autre chose qu'un objet. Ouais. Satisfaire ces messieurs. Effectivement, il y a trop de pubs. Il y a trop de pubs. Il y a trop de pubs. Oui. Et puis à chaque fois c'est de plus en plus créatif. Hein. Là, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du niveau dans les dessins. Qu'est-ce qu'une chatte pelouse? Une chatte pelouse? Je sais ce que c'est que les chattes en général, la pelouse, les pelouses. Une tondeuse? Ça pourrait être un désherbant. Une chatte pelouse? Une pelouse pour les chats, non? Une chatte tondue? Non, je sais pas. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un branloir? Un branloir? Ah bah je crois que c'est évident là. Un branloir? Ouais. Alors j'ai bien une petite idée, mais je suis pas sûr que ça soit celle-là. C'est un truc pour les fruits, pour mélanger des fruits. C'est comme des glorioles, une connerie comme ça? Un restaurant? Un truc qui branle, ou une table qui est un peu branlante quoi. Un couloir, non, je sais pas. Est-ce que vous savez comment on appelle un habitant de Béziers? Béziers? Béziers, au hasard, c'est Bézien, non? Un bisois? Un bitérois? Un byzantin, je crois, non? Un bisérois, un truc comme ça. Un baiser? Un baiser. Les bitérois. Qu'est-ce qu'une étagère à mégots? Une étagère dans les bars, je sais pas, dans les fumoirs. Ça a l'air trop bien. T'as pas une idée? Petite idée, non, je suis pas fumeur déjà. Et ça n'a rien à voir avec la cigarette. Une étagère à mégots. Ça existe ça, c'est un cendrier. Ah, une étagère à mégots, ben, c'est pour mettre des mégots là, non? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'être sexe-digitaire? Sexe-digitaire? C'est quoi? C'est un truc sexuel, ça? Sectaire, oui. Digital, ouais. Ne toucher qu'avec les doigts, non, ça marche pas. C'est comme les escargots? Sexe-digitaire? Oh là là, vous me dépassez là. C'est un rapport avec le sexe et les médias, les trucs sociaux, les applications digitales. Ah, vas-y, donne la réponse. Avoir 6 doigts. Qu'est-ce que la tocophobie? Tocophobie? Avoir peur de quelque chose, mais je sais pas quoi. Ayant peur des gens qui ont des tocs. Ça a peur des tacos? C'est la peur des tocs. Ah non, les tocs, les phobies, oui, bon. Quelqu'un de toqué, quoi. Avoir peur qu'on se touche. Phobie des tocs? C'est la peur du mec qui tape à ta porte. Eh bien, nous sommes devant le domicile de Kader Ndali, qui vient de se faire, qui s'est fait expulser avant-hier d'ici, Manu Militari, par des gens, par le propriétaire en fait, son beau-frère apparemment, et 2 hommes de main qu'il avait apparemment sûrement payé pour ça. Et violemment, ils l'ont sorti, ils l'ont frappé, ils l'ont sorti par l'escalier en le jetant dans l'escalier. Ils ont jeté ses affaires qu'on voit là. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, vous êtes Kader? Ouais. Moi j'habite 1 an, 4 mois ici. Et chez un propriétaire qui s'appelle Boukel Shah Hakim, qui a 2 studios au rez-de-chaussée
et au premier étage. Je paye mon loyer correct, 500 €. Et dimanche le 24, il s'est pointé avec son beau-frère et deux gars de main. Ils m'ont torturé. Ils m'ont tiré par les pieds et torturé. Ils m'ont descendu du premier jusqu'ici en bas là. Et regardez mes affaires, comment ils ont mis. En plus, ce qui est terrible, c'est que là, il y a le 1/3, même pas le 1/3 de ses affaires. Là, c'était un 2 pièces en haut. Ça veut dire que les télévisions, on ne sait pas où elles sont. Il avait 2 télévisions, il avait du matériel. Ils sont où? Il avait plein de costumes. Et c'est attention, Kader, c'est pas des costumes que tu achètes à Monoprix, Gucci et compagnie. Ah oui, d'accord. Moi, je voudrais bien les voir, ces costumes. Après, les 50 personnes qui sont là, c'est pour moi, ils sont venus pour moi, parce que j'ai averti tout le monde. Heureusement, j'avais milité un petit peu avant, j'avais trop d'amis. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ça vous fait du bien. Et vous êtes là aussi. Oui, je connaissais Kader. Je fais pas mal de réunions avec lui et voilà, et je comprends pas du tout ce qui se passe. Il a milité au MIB, il a milité pour les sans-papiers parce que lui-même est sans-papier. D'accord. Et je pense que son propriétaire s'est permis de faire ça parce que, il a vu que c'était un ancien. Il pensait qu'il allait être isolé et qu'il connaissait pas ses droits et qu'il n'avait pas de réseau. Et il ne pensait pas qu'il allait porter plainte. Et là, en plus de cette manière, c'est absolument inacceptable, quoi, se faire expulser de force, sans raison. Je suis aussi militant et Kader, on a traversé la France de long en travers. Et on l'appelait Kader le cuistot. C'est un personnage... Il a l'air gentil. C'est un personnage qui a soutenu beaucoup d'associations, qui a fait pour la Chorba à manger pendant très longtemps. Et on a posé plainte correcte. Et puis demain, j'ai un autre rendez-vous à l'hôpital Dieu. Et dans cette affaire-là, ils m'ont fait trop de misère. Je suis fatigué à mon âge, 60 ans. Regardez comment je pars fatigué. D'habitude, je pars bien. Et là, je suis très, très fatigué. On ne le laissera pas. Pourquoi? Mais non, parce que agir comme il a agi, en utilisant des hommes de main, c'est quoi ça? Les amis ne vont pas me laisser dehors, mais c'est la honte comme ça, c'est pas bien. Aujourd'hui, il faut voir si on peut faire le maximum parce que bon, c'est une situation qu'on ne comprend pas, comment que ça se fait qu'on sait qui paye son loyer et tout ça, de se faire jeter comme ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a cuisiné ensemble, on a mangé ensemble, on a fait des fêtes de l'humain ensemble, on a bu des coups ensemble, on a parlé ensemble. Moi, il m'a appris à faire le tagine. Oui, il a beaucoup d'amis, c'est quelqu'un de qualité, un grand cœur. Et toujours prêt à faire des couscous pour les gens quand il y a un événement même triste. Il est toujours là et c'est le premier à motiver les troupes. Puis il y a Farid qu'il faut interviewer parce que c'est lui qui est venu à la rescousse tout de suite. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Kader plus bas. Il était tout seul, la tête dans les mains. Et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe et il m'a raconté donc ce qui s'est passé. Il m'explique qu'il y a son propriétaire qui est venu avec 3 hommes de main qui se sont introduits dans l'appartement puisqu'ils avaient les clés. Ils l'ont tabassé, ils lui ont pris ses clés, ils l'ont traîné dans l'escalier pour le mettre dehors. Et comme ils étaient en train de nous narguer, puisqu'eux, ils étaient en haut, ils étaient dans un château, nous on était en bas, ils nous ont un peu méprisés. Alors là, moi, ça m'a énervé un peu plus, et quand j'ai vu qu'on pouvait monter, je me suis dit, il faut monter, parce que sinon, ils vont tout nettoyer, ils vont tout enlever, ils vont effacer toutes les traces de sa présence, et il deviendra difficile donc de prouver qu'il habitait bien là. Quand je suis arrivé là-haut, j'ai gardé tout mon sang-froid, et ça les a déstabilisés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que leur scénario il se retourne comme ça. Donc comme ils ont paniqué à la suite de tout ça, qu'ils étaient comme des idiots et que je leur avais dit de toute façon maintenant il faudra me tuer pour me sortir de là et qu'il y a du monde qui arrivait, qu'il y avait des associations qui étaient prévenues. Et donc ça les a mis complètement en panique et à un moment donné ils se sont posé la question de savoir s'il fallait appeler la police ou pas. Je me suis assis à la table. Et je leur ai dit, puisque vous voulez appeler la police, appelez-les, je les attends avec vous. Les interrogatoires qui se sont déroulés en haut ont mis en évidence qu'il habitait bien là. Là où j'attends que la police fasse bien son travail, c'est qu'elle fasse un rapport qui aille dans le sens de ce qui a été dit. Et surtout, ce que j'appelle, c'est les gens du quartier qui ont vu ce qui s'est passé, ce qui se manifeste. Et vraiment,
qu'ils aient pas peur, qu'ils viennent, parce que franchement, l'homme pour qui ils vont témoigner et pour dire la vérité, je le dis bien, de ce qu'ils ont vu. Et je sais que moi, ici, au moment où ça s'est passé, j'ai vu des gens, je ne vais pas faire de la délation ou quoi que ce soit, c'est pas mon genre, mais je fais appel à leur bon cœur et à leur sens de la vérité, parce que nous, on n'a rien à cacher. Voilà. On va passer le message. Voilà, merci beaucoup, Oui, en tout cas d'avant, je les remercie. C'est moi, merci. Il y a des bandes qui arrivent, ils sont 30, 40. C'est sérieux? Ouais, ils rentrent par là-bas, ils passent en courant, puis ils arrachent les portes, ils cassent les fenêtres. Il y en a qui arrivent à rentrer dans les caravanes, ils nous ont volé les costumes, les instruments de musique. Je pense qu'il y a un mauvais climat, les gens sont pas contents. Nous sommes tous gitans, à Paname évidemment. Nous sommes tous Roms-Hongrie, aux travaux forcés par les nazis. Nous sommes tous bohémiens, toujours mieux que bonariens. Nous sommes tous romanesses, une finesse. Je suis le chanteur du groupe Babord et nous on est très engagés par rapport à la culture, par rapport à la diversité multiculturelle. Les romanesses sont géniaux, quoi. Gloire à eux. Nous sommes tous africains, issus de Russie, du même genre humain. Nous sommes tous bohémiens, toujours mieux que bonariens. Nous sommes tous romanesses, aux néo-nazis on monte nos fesses. Mais ça derrière nous. À la bêtise, au racisme, nous répondons avec l'amour, la joie, voilà, la culture. Et un peu de résistance. Le partage, on va résister, on va faire la fête. Je trouve qu'on en a vachement besoin d'amour. Si vous voulez participer, vous oui, surtout aujourd'hui. Oui, c'est inquiétant parce qu'on est des gens innocents et je ne sais pas pourquoi ils font ça. Parce qu'ils dégradent et ils salissent des gens qui chantent, qui dansent, qui rient, des enfants qui rient. Mais on les invite, qui viennent nous voir justement. C'est la peur de l'étranger en fait. Mais heureusement que les gens ils nous aiment. Ça me met vraiment du baume au cœur et ça m'aide à résister. Et moi je les plains ces gens-là parce qu'ils sont dévorés par la haine. Vous avez le cirque romanesque qui est là, le petit cirque romanesque, mais ma femme, elle, c'est mon deuxième cirque. Je pense que c'est normal de venir défendre le cirque romanesque, justement, d'autant plus que c'est une culture tzigane et qu'actuellement en France, il y a énormément de xénophobie, de racisme, donc je tenais vraiment à être là. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de les voir à la porte de Champère avec ma maman. On a été ravis de ce spectacle, qu'à l'issue du spectacle, on a pu rencontrer Alexandre Romanès, acheter son bouquin que j'ai pu offrir. Et puis dans un second temps, parce que je pense qu'ils sont victimes d'agressions complètement injustes et qu'effectivement ils soutiennent un monde de paix, d'amour et que voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'il nous faut aujourd'hui. Puis c'est peut-être pas un hasard si c'est justement parce qu'ils sont dans le 16e, le cirque romanesque, qui sont confrontés à ces manifs de fachos qui en plus de faire des manifs d'appel à la haine, visiblement encouragent des actes de vandalisme, de vol extrêmement graves. Vous n'avez pas oublié les déclarations d'Emmanuel Valls sur les Roms quand même. Donc ça va quoi. Fleur Pellerin encore, j'ai eu Hidalgo, tout ça et tout, ils nous soutiennent, c'est vrai, c'est sincère. Simplement, encore une fois, il y a une population indésirable, c'est un surplus de l'humanité, ils sont en trop. Sous l'étendard, des sans-drapeaux, des sans-frontières, des nobles idéaux, toutes unis, nous sommes mères, voguons pour la vie, paradis sur terre. Je les ai vus il y a 6 ans et ça m'avait énormément plu. Et je trouve ce qu'ils font, c'est fantastique. L'immigration et l'intégration
Vous savez, on nous dit l'intégration, mais les gens sont déjà intégrés. Et qu'actuellement en France, il y a énormément de xénophobie, de racisme, donc je tenais vraiment à être là. Il y a le mot race dedans que j'aime pas, mais c'est contre les Noirs, contre... On est tous de la même race. Alors à ce moment-là, il vaut mieux qu'on dise xénophobie. Vous êtes d'accord, xénophobe? Oui, mais ça vole dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Nous sommes tous ici réunis avec le même esprit, rendre hommage aux communards des communards qui voulaient la République universelle. Nous voulons faire lever cette chape de plomb qui pèse sur ce moment de l'histoire. Honorer la mémoire de ces femmes et de ces hommes qui ont lutté jusqu'à la mort pour un monde d'humanité et de justice n'est pas simplement un acte passéiste du souvenir, mais c'est montrer la modernité des décisions prises par la commune il y a 144 ans. Ça représente quoi pour vous, la Commune de Paris? Un événement unique dans l'histoire mondiale. C'est une grande modernité, la Commune de Paris, surtout. C'est pas le passé, c'est extrêmement moderne et je souhaite que ce soit notre avenir. D'une modernité extraordinaire, à la fois sur le plan de la place des étrangers, du rôle des femmes, l'œuvre sociale, tout. C'est vraiment un événement qui a été unique dans l'histoire mondiale et qui reste d'une actualité brûlante. 72 jours. Cette courte existence de la commune demeure toujours un exemple en France comme dans le monde. Courte existence, mais d'une grande richesse. Instauration d'une véritable démocratie. Des mesures sociales qui demeurent toujours d'une grande actualité 144 ans après et qui sont loin d'être toutes mises en œuvre, telle l'égalité réelle des salaires entre les femmes et les hommes. Elle était novatrice pour l'époque et elle demeure novatrice à notre époque où domine le culte de l'argent, le culte du pouvoir, le culte de l'individualité. Je crois que l'histoire est différente, mais des mouvements par exemple comme les Kurdes du Rojava ou les zapatistes au Mexique, je pense qu'il y a une partie des inspirations de la commune dans ces mouvements-là. Je me sens vraiment héritier de l'œuvre de la commune qui reste pour moi quelque chose d'essentiel et de toujours vivant. Et c'était un espoir pour les gens. Malheureusement, elle s'est terminée dans le sang. Disons que la semaine sanglante, elle a été sanglante. Hein. De la légende, la police refleuriront sur les trottoirs, fiers de leur état de service, et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des arbres peuplés, des curés. On ne parle pas assez d'histoire en général, d'histoire du mouvement ouvrier encore plus largement et plus particulièrement de l'histoire de la Commune de Paris. Il faut réparer cet oubli. Oui, l'histoire de la Commune, c'est pas l'histoire la plus enseignée. C'est un pan assez particulier. C'est un moment où on a pu voir qu'un certain nombre d'idéaux
pouvait être mise en place, cette République universelle qui laissait de la place aux femmes. Et les femmes de la commune sont d'ailleurs importantes, qui a été écrasée dans le sang, très brutalement, avec une répression vraiment atroce, alors même que justement il y avait de la matière politique dans pas seulement les combats, mais les réalisations de la commune. Donc oui, je pense qu'on doit toujours s'en inspirer, puis aussi de l'esprit qui était largement anarchiste aussi, hein, dans le bon sens de l'anarchiste, c'est-à-dire la volonté de dépasser les cadres d'organisation habituels. C'est un moment de notre histoire qui a beaucoup de leçons. Les livres d'histoire, depuis 1895, Ernest Lavis, Marley partait déjà de la commune. Simplement, ils en disaient du mal. Mais ils en ont toujours parlé. Je pense qu'on a progressé notamment dans les programmes scolaires, peut-être pas encore assez suffisamment, mais on a aussi progressé dans les lieux de mémoire, dans les institutions. Maintenant, il y a quasiment des plaques en mémoire de la Commune de Paris dans beaucoup de mairies d'arrondissement, à l'hôtel de ville encore récemment. Les étrangers sont nombreux à se battre dans les rangs des communards, belges, luxembourgeois, italiens, polonais, hongrois. Si nous luttons sans faiblir pour obtenir de manière officielle la reconnaissance de la commune par entre autres ses plaques commémoratives, pour nous la plus belle forme de réhabilitation serait que soient enfin appliquées et mises en œuvre les mesures démocratiques et sociales de la commune. C'est vrai que notre influence n'est pas assez importante pour jouer un rôle fondamental dans l'évolution de la France et encore moins du monde. Notre association a la volonté constante de réunir chaque année des associations, des syndicats ou partis politiques de tendances diverses autour de ce lieu de mémoire afin d'honorer ces combattants et combattantes qui ont cru en un avenir meilleur et ont sacrifié leur vie pour cet idéal. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Nos services publics sont attaqués, l'école est en crise, la laïcité malmenée, des patrons voyous délocalisent pour réaliser toujours plus de profits au détriment des travailleurs. Des hommes, des femmes et même des enfants sont incarcérés avant d'être expulsés parce que sans papier. Bien sûr, les temps ont changé, mais il est possible d'agir dans les conditions de notre temps. Réhabiliter les communards, c'est faire connaître leurs combats, leurs actions, mais c'est d'abord faire vivre et faire que les idéaux de la commune soient toujours vivants. C'est affirmer que la commune n'est pas morte. C'est mettre en valeur que les luttes actuelles portent l'objectif d'une société plus humaine et plus solidaire. Se souvenir de ces moments de notre passé est une manière de poser des exigences pour construire ensemble notre présent. Vive la commune! C'est un événement de l'histoire française, c'est une date fondamentale de l'histoire du mouvement ouvrier. C'est un moment où le peuple en a eu assez d'être dominé, où il a décidé de prendre en charge lui-même ses affaires. Je pense que ce modèle-là, le peuple qui prend en charge ses affaires par lui-même, sans entendre ce qui vient en haut, c'est ce dont on aurait besoin aujourd'hui.